Je dirais. En direct. C'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Chers auditeurs, je me présente avant de commencer. M. Fouali, enseignant au département finance à l'École nationale de commerce et de gestion de Stade. Donc, c'est ma première intervention dans le cadre des interventions programmées dans le cadre de cette initiative REFTAR. Donc, cette première séance, je vais la réserver tout d'abord pour compléter le cours d'analyse financière qui a été inauguré par mon ami, le professeur Youssef Saïd. Donc, le programme de mon intervention sera scindé en deux parties. Dans une première partie, je vais rappeler ce qui a été présenté par le professeur Youssef Saïd, et dans une deuxième partie, je vais démarrer l'analyse de la rentabilité. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'analyse et le diagnostic financier font référence à un ensemble d'outils et de méthodes dont l'objectif est de se prononcer sur la santé économique et financière d'une entreprise. Donc cette santé économique et financière est présentée en 4 axes, à savoir la rentabilité, la croissance, l'équilibre ou les équilibres financiers et puis l'analyse du risque. C'est bon? Santé économique et financière d'une organisation. Donc, dans la première intervention, M. Serri nous a présenté les fondamentaux de l'équilibre financier. Donc, je reviendrai sur ces 4 axes pour, bien évidemment, les rappeler brièvement. Je rappelle aussi ce qui a été dit dans la première intervention, c'est que les outils utilisés par cette technique, cette démarche, c'est tout d'abord les états financiers d'une entreprise, c'est-à-dire son bilan, son compte de produits et de charges, son état de solde de gestion, son tableau de financement et ses états d'information complémentaires. Je vous rappelle que le plan comptable marocain a retenu ces 5 états de synthèse pour décrire la situation patrimoniale de l'entreprise, ses résultats et ses flux, sa situation financière. Donc, bien évidemment, il y a aussi des informations externes qui sont des informations sectorielles qui concernent le secteur d'activité entreprise. Malheureusement, donc au Maroc, on ne dispose pas de beaucoup d'informations concernant les secteurs d'activité. On n'a pas aussi une centrale de bilan qui nous permet donc d'avoir des connaissances sur le comportement ou les standards dans certains secteurs. Il y a aussi les comportements, donc les informations relatives à la conjoncture économique d'ensemble. Donc brièvement, je reviens sur ces 4 concepts qu'on aura l'occasion de développer au fur et à mesure du cours, mais qui sont très importants pour comprendre donc la démarche et la méthodologie qu'on va suivre. Donc la rentabilité exprime la capacité d'une entreprise à créer de la richesse, c'est-à-dire la possibilité de continuer son activité dans des conditions jugées satisfaisantes par son management et par ses propriétaires. La croissance exprime bien évidemment la capacité des managers à accroître la taille d'une entreprise, mesurée principalement par son chiffre d'affaires, sa part de marché et sa part de marché relative. Puis bien évidemment ici au niveau des risques, il y a plusieurs risques. Donc on définit en finance le risque comme la probabilité de réaliser, comme la probabilité de supporter une menace ou la probabilité de non-réalisation d'une opportunité. C'est-à-dire en général la probabilité
de confronter un événement non défavorable par rapport à l'entreprise. Les équilibres ici, il s'agit principalement des équilibres financiers qui permettent à l'entreprise donc d'éviter ce qu'on appelle l'asphyxie financière ou la cessation de paiement. Donc, ceci étant une présentation donc, des objectifs de l'analyse et du diagnostic financier, je rappelle à ce titre que le terme diagnostic sur le plan étymologique signifie donc en grec apte à discerner et que son objectif est donc de situer l'origine d'un dysfonctionnement donc au niveau de l'entreprise. Bien que dans la pratique, il a une acceptation beaucoup plus générale. Ça veut dire qu'on ne va pas demander au consultant uniquement de déterminer les origines des dysfonctionnements, mais on va lui aussi demander donc de mettre en place des remèdes, c'est-à-dire donc des solutions. Ces solutions qui peuvent être parfois très simples, parfois donc très compliquées, et donc de mettre en place ces solutions et de faire un suivi de ces solutions. Donc, diagnostic tout court sur le plan étymologique consiste à déterminer, donc c'est un terme qui est emprunté d'ailleurs à la médecine et qui veut dire déterminer l'origine d'une maladie. Bien évidemment, on ne va pas demander au médecin tout simplement d'identifier la maladie, mais on va lui demander de nous donner des remèdes pour dépasser cette situation. Donc, maintenant, je vais rappeler les états de synthèse ou les états financiers qui sont présentés par le plan comptable marocain. Donc, l'objectif du plan comptable marocain est de présenter une analyse économique, donc fiable et pertinente, donc de 3 éléments. Tout d'abord de la situation patrimoniale, par la suite des résultats et par la suite de la situation financière. Et comme nous allons voir, ces 3 aspects donc, de la santé économique et financière, tout d'abord je reviens pour expliquer cette notion de fiabilité, cette notion de pertinence. Donc fiable veut dire exact, précis, alors que pertinent, la pertinence renvoie à la conformité entre le contenu d'une information comptable et financière et les objectifs des utilisateurs de cette information. Je vous rappelle qu'ici, on est en train de traiter ce qu'on appelle la comptabilité financière, qu'on retrouve sur le plan pédagogique au niveau de plusieurs programmes, dont les intitulés sont la comptabilité générale, la comptabilité approfondie, la comptabilité événementielle ou la comptabilité des sociétés et parfois les difficultés comptables. Donc, dans la réalité, on n'a qu'une seule comptabilité qui s'appelle la comptabilité financière et dont l'objectif est d'informer les partenaires de l'entreprise sur sa santé économique et financière. Par les partenaires de l'entreprise, on fait référence ici principalement au pouvoir public, c'est-à-dire à l'administration fiscale, et puis par la suite, bien évidemment, aux autres pouvoirs publics, pour avoir des statistiques sur le comportement des entreprises, pour élaborer des politiques, mais aussi sur le marché financier, c'est-à-dire principalement aux apporteurs de capitaux, que ce soit des capitaux propres, à travers les instruments de capitaux propres qui sont les actions, ou des capitaux d'emprunt à travers les instruments de dette qui sont les emprunts, je m'excuse. Donc, l'objectif est d'informer ces partenaires pour prendre une décision. Et l'objectif final, c'est de donner une image fidèle de ces 4 éléments. Et comme vous allez le voir, ces 4 objectifs seront atteints à travers les états de synthèse. La situation patrimoniale, c'est
le bilan. Les résultats, c'est principalement le compte de produits et de charges et le tableau de formation du résultat qu'on appelle TFR, puis la situation financière à travers 3 états qui sont le tableau de financement, à travers la CAF, le tableau de financement et à travers les éthiques. Et on voit ici, s'il vous plaît, les 5 états de synthèse de l'entreprise. Je vous rappelle que le tableau de formation du résultat et la CAF représentent ce qu'on appelle ici l'état de solde de gestion. Donc on a ici premier état qui est le bilan, deuxième état qui est le CPC, troisième état qui est l'ESG et qui est divisé en 2 tableaux, tableau de formation du résultat et CAF. Par ESG, on veut dire état des soldes de gestion. Tableau de financement qu'on va voir par la suite dans l'analyse détaillée du tableau financier, qu'il est subdivisé en 2 tableaux. Un tableau qui s'appelle la synthèse des masses des bilans et qui nous donne une idée sur l'équilibre donc du bilan, une idée sur l'évolution d'équilibre du bilan, donc de manière statique, et les états d'information complémentaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par état d'information complémentaire? Ces états d'information sont appelés états de synthèse. Pourquoi ils sont appelés états de synthèse? Parce que l'information comptable peut être détaillée tout au long de l'année au niveau d'une masse, c'est-à-dire une classe, un seul code, puis une rubrique avec 2 codes, un poste 3 codes, un compte 4 codes, un sous-compte 5 codes et un compte divisionnaire sous-compte. Or, ce détail ne peut pas être présenté au public. Et donc, on va synthétiser l'information. Et quand on dit état de synthèse, ça veut dire que ces 5 états, on arrête l'information au niveau de 3 codes, c'est-à-dire au niveau du poste. Donc, dans le bilan, le compte de produits et de charges, l'état de solde de gestion, le tableau de financement, on ne va voir que les postes, c'est-à-dire une information qui est synthétisée. C'est bon. Et donc, si vous l'avez bien compris, nous allons présenter ces états dans ce sens. Donc, déjà, le professeur Youssef Saïd vous a présenté le bilan, c'est-à-dire qu'il nous a présenté une analyse de la situation patrimoniale. Je rappelle ici que l'analyse du bilan n'est pas très importante dans l'approche anglo-saxonne. L'approche anglo-saxonne s'intéresse surtout au flux. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous montre que donc, le flux, pour faire une analyse des flux, il faut se projeter dans l'avenir. Donc, si on suppose qu'il y a une cessation d'activité, donc ce qui reste pour l'entreprise, c'est son bilan, c'est-à-dire c'est sa situation patrimoniale. Donc, je vais essayer, moi, de vous rappeler qu'est-ce qu'on a tiré à partir de ce bilan en tant qu'information, puis par la suite, donc enchaîner à travers le résultat. Donc, on reprend le bilan. Mais donc, avant d'aller aussi plus loin, je vous rappelle que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des informations donc, comptables sont déjà dans le bilan et dans le CPC. Ça veut dire que traditionnellement, on définit la comptabilité comme une technique d'enregistrement des opérations effectuées par une entreprise pour 1. Calculer le résultat d'une année, ce qu'on appelle un exercice comptable, et présenter sa situation financière à la fin de l'année. Vous allez me dire pourquoi les autres états de synthèse. Les autres états de synthèse, donc il n'y a pas un complément d'information, mais tout simplement toutes les informations qu'on a dans le bilan et dans le CPC, on va les présenter sous différentes perspectives pour développer d'autres analyses. Donc déjà, que signifie le bilan? Et là, je reviens aussi donc, à l'étymologie. C'est un terme qui veut dire, comme vous le voyez, bi, ça veut dire deux, et lan, ça veut dire assiette. En fait, le bilan se présente toujours sous forme de
Donc c'est un tableau avec deux parties dans lequel on a, donc, à la partie gauche, on a donc l'actif et le passif. Vous devez imaginer une sorte de balance classique dans laquelle on a deux assiettes et dont l'objectif est d'équilibrer le poids. Donc, je vous rappelle que le bilan, donc c'est une conséquence de la technique de comptabilité appelée, c'est une technique, c'est pas un principe, appelée partie double, et dans laquelle une opération simple est enregistrée dans au moins deux comptes, l'un au débit et l'autre au crédit. On débite l'opération pour laquelle le compte pour lequel l'opération constitue un emploi et on crédite le compte pour lequel l'opération constitue une ressource. Et donc, dans la réalité, l'actif, c'est le passif. Donc, c'est-à-dire le passif, c'est la contrepartie de l'actif. Donc, dans ce bilan, donc, qu'on a dit de société qui est parfaitement équilibré, il peut être interprété de deux manières différentes. Donc, première manière, c'est le bilan juridique. Et donc, sur le plan juridique, qu'est-ce qu'on a au bilan? On a à l'actif des biens et des créances. Et on a au passif uniquement des dettes. Et donc, ça peut donc apparaître dans un premier temps bizarre. Pourquoi on a au passif uniquement des dettes? Parce que sur le plan juridique, le capital social, les capitaux propres, qui sont des dettes non exigibles, représentent une dette de la société, personne morale, vis-à-vis de ses associés, personnes physiques ou morales. Donc, ce bilan donc, juridique représente ici, comme on a dit, biens et créances. Et on peut aussi l'interpréter de manière économique. Donc, sur le plan économique, approche économique, qu'est-ce qu'on a au bilan? On a à l'actif les emplois actuels, c'est-à-dire les emplois à la date d'élaboration du bilan, parce que je vous le rappelle, le bilan est un état qui est daté. Ça veut dire qu'avec le temps, il est statique, avec le temps, il va connaître des variations. Et on a ici des ressources. Mais attention, ce sont des ressources de quelle nature? Historiques. Ça veut dire quoi, historique? Ça veut dire des ressources qui ont été déjà utilisées à cette date. L'origine, donc, ici, le terme emploi est utilisé dans un sens très spécial. Il ne signifie pas dépense, il signifie utilisation. Alors que le terme ressource ici ne signifie pas propriété, il signifie origine. L'origine d'une opération. Exemple, un don. Si l'entreprise reçoit un don, il va le mettre ici, peut-être une subvention, et ici, la contrepartie, par exemple, à la caisse. Donc, bien évidemment, la comptabilité a précisé, donc, a fait un classement. Et je vous rappelle aussi ce que vous avez vu avec ce série, c'est que le plan comptable marocain a choisi une approche fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par une approche fonctionnelle? On veut dire par cette approche que les postes de la situation patrimoniale sont classés selon la fonction économique qu'ils assurent. Et on a dans le bilan deux grandes fonctions, deux grands cycles avec trois fonctions. Ici, vous avez la fonction financement. La fonction financement. Donc, principalement, les apports des associés et donc les apports à long terme et les apports des prêteurs, des créanciers. Ici, on a la fonction investissement. Et donc, c'est l'actif immobilisé. Fonction investissement. Et en bas, vous avez le cycle d'exploitation.
ou la fonction exploitation. Donc principalement les stocks et les créances, et ici les dettes fournisseurs, dettes d'exploitation, dettes fiscales et dettes sociales, passives circulant. Et en bas, on a la trésorerie. Je vous rappelle que la trésorerie ici est une résultante qu'on peut calculer soit de manière horizontale à travers l'égalité trésorerie active, trésorerie passive, ou de manière donc verticale à travers la relation fonds de roulement moins BFR. Et ça, c'est ce qu'on appelle un bilan fonctionnel. Or, quel est le problème de ce bilan fonctionnel? Pour le financier, quand il veut faire une analyse financière, il ne correspond pas à ses objectifs parce qu'il a été élaboré selon des principes. Je vous rappelle que le plan comptable a retenu 7 principes comptables, à savoir la continuité de l'exploitation, la spécialisation des exercices, la prudence, la clarté, le coût historique, la permanence des méthodes et l'importance significative. Ces principes ne reflètent pas ou ne correspondent pas tout le temps à la vision du financier. Raison pour laquelle le financier va, à partir de ce bilan, élaborer quelques retraitements pour élaborer ce qu'on appelle un bilan financier. Ce bilan financier, quel est le critère de classement? On ne va retenir que deux critères. On va abandonner le critère fonctionnel pour passer ici à l'exigibilité. Et je vous rappelle qu'on avait dit que ce sont des dettes. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'exigibilité d'une dette? C'est sa date de remboursement, c'est-à-dire son échéance. Ici, on a des biens et des créances. Donc, remarquez, biens plus créances, et qu'on va classer uniquement selon le thème de la liquidité. Qu'est-ce qu'on signifie ici par la liquidité? Attention, c'est la liquidité d'un actif et non la liquidité donc d'un agent économique. La liquidité d'un actif signifie tout simplement sa capacité à se transformer en monnaie. Très bien. Donc à partir de ces éléments, on a 2 grands objectifs de ce bilan. Tout d'abord, il va nous donner une idée sur la surface financière de l'entreprise, c'est-à-dire sur sa solvabilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par la solvabilité? Donc, remarquez, la solvabilité, c'est la capacité d'un agent économique à payer ses dettes. Mais ce concept est calculé dans une hypothèse, dans un postulat de cessation d'activité. Qu'est-ce qui se passe à l'entreprise aujourd'hui si elle veut payer ses dettes? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va réaliser ses actifs, c'est la somme des actifs, et puis, elle doit acquitter son passif, le voilà, donc c'est-à-dire les dettes. Dès lors, quelle est la question qui se pose? Est-ce que la valeur de ces actifs, transformés en liquidité, est susceptible de payer ses dettes? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je récapitule. Le bilan est un état de la situation financière de l'entreprise. Il ne renseigne sur ses équilibres financiers. Et donc, remarquez, je vais là encore une fois vous parler des équilibres de manière synthétique. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les équilibres financiers de l'entreprise? Donc, on a tout d'abord la solvabilité, puis par la suite la liquidité, puis par la suite l'autonomie financière et finalement l'adéquation ressources emploi. Donc, les contraintes de l'équilibre financier, c'est-à-dire les règles qui vont permettre à l'entreprise de continuer normalement son exploitation sans donc
se heurter à l'asphyxie financière, c'est-à-dire à la cessation de paiement, tourne principalement autour de la dette. Donc, on va apprécier tout d'abord la dette dans sa globalité. Est-ce qu'on est capable de payer les dettes à long terme? Donc, ça, c'est une notion statique. Puis, par la suite, on va passer à l'analyse dynamique et on va subdiviser les dettes en deux parties. La dette à long terme, et à court terme, je m'excuse, puis la dette à long terme à travers l'autonomie financière, et puis le quatrième indicateur de l'équilibre financier, c'est donc une fois que ces éléments sont réalisés, c'est l'adéquation des ressources, c'est-à-dire des cycles. Est-ce que les cycles économiques, je vous rappelle que dans toutes les activités, on a deux grands cycles. Un cycle à long terme, qui est le cycle investissement et financement, et un cycle à court terme, qui est le cycle d'exploitation. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La solvabilité, c'est dette globale. Donc, la dette dans sa globalité. La liquidité, c'est la dette à court terme. Donc, l'autonomie financière, c'est la dette à long terme. Et l'adéquation ressources-emploi, ce sont les cycles de l'entreprise. Je vous rappelle tout d'abord que sur le plan comptable, on n'utilise pas le moyen terme. Ça veut dire qu'on n'a que deux termes, le court terme et le long terme. Tout ce qui est inférieur ou égal à 12 mois, c'est le court terme, et tout ce qui est supérieur à 12 mois, c'est le long terme. Donc maintenant, comme on l'avait dit, vous avez déjà votre bilan financier tel qu'il a été élaboré la dernière séance avec le professeur Youssef Saïd. Et qu'est-ce qu'on a dans ce bilan? On a ici des valeurs immobilisées, des valeurs d'exploitation, des valeurs réalisables, des valeurs disponibles et des valeurs quasi disponibles. On a ici des capitaux propres, on a des dettes à long terme, on a des dettes à court terme et on a des concours bancaires de trésorerie. C'est bon? Donc remarquez, à partir de ça, de ce bilan, qu'on va appeler bilan financier, vous allez voir qu'on va développer 4 éléments qui vont nous permettre de nous prononcer sur les équilibres financiers d'entreprise. Donc, on démarre par la solvabilité. Donc, la solvabilité veut dire quoi? Veut dire que l'entreprise est capable de payer ses dettes grâce à ses actifs. Donc, c'est la somme des actifs moins la somme des dettes. Attention, ce schéma peut nous induire en erreur. Il ne s'agit pas, donc l'équilibre entre les parties n'est pas un équilibre des montants, c'est un équilibre des durées. Ça veut dire que ce montant n'est pas toujours supérieur à ce montant, c'est uniquement un délai. Donc, parce que qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Ces actifs avec le temps peuvent s'apprécier ou se déprécier. Donc, quand ils vont s'apprécier et augmenter, l'exemple d'un terrain ou de titre à la bourse, la partie qui va augmenter, c'est les capitaux propres. Quand ils vont baisser, la partie qui va baisser, c'est les capitaux propres. Et donc, on peut, lorsqu'ils baissent de manière très significative, donc être inférieur aux capitaux propres et inférieur aux dettes. C'est ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, dans une entreprise comme la Saint-Denis. La valeur de ses actifs est inférieure à la somme des dettes. Et donc, c'est une entreprise non solvable. C'est une entreprise en faillite. La seule solution pour cette entreprise, c'est de faire des apports. Et la solvabilité est appréciée à travers ce qu'on appelle en finance l'ANCC, l'actif net comptable corrigé. C'est quoi? C'est la somme des actifs corrigés moins la somme des dettes actualisées. Donc,
Bien évidemment avec deux hypothèses. Première hypothèse, lorsque la somme des actifs est supérieure à la somme des dettes, ce qui veut dire que la NCC, l'activité comptable corrigée, est positive, et ça veut dire que l'entreprise est solvable. Maintenant, malheureusement, dans le cas inverse, si la somme de mes actifs est inférieure à la somme de mes dettes, cela veut dire que mon actif net comptable corrigé est inférieur aux dettes. Ça veut dire que c'est une entreprise non solvable ou insolvable. Très bien. On va dire ici que ce n'est que les capitaux propres. Et certains d'entre vous peuvent poser la question, est-ce que les capitaux propres peuvent être négatifs? À première vue, ce n'est pas possible, mais si on détaille l'analyse, on approfondit l'analyse, dans les capitaux propres, on a le capital social, on a les réserves, mais on a aussi le résultat net et le report à nouveau. Donc remarquez très bien, les deux premières composantes sont toujours positives, c'est-à-dire qu'ils présentent toujours un solde créditeur. Je vous rappelle que les comptes du passif sont des comptes principalement donc créditeurs et que les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit, alors que le compte résultat net et le report à nouveau peuvent être positifs ou négatifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent se présenter avec un solde débiteur ou un solde créditeur. Et lorsqu'ils se présentent avec un solde créditeur, notamment quand on a des pertes, que vont faire les pertes? Ils vont consommer, absorber dans un premier temps toutes les réserves. Ils peuvent consommer partiellement ou totalement le capital. Et lorsqu'ils le consomment entièrement, donc ils vont consommer une partie des dettes. Donc qu'est-ce qu'une entreprise non solvable? C'est une entreprise pour laquelle les associés, c'est-à-dire lorsqu'on est dans la SA, les actionnaires ont perdu totalement leur mise sociale et c'est une entreprise qui sera incapable de rembourser partiellement ou totalement ses dettes. Donc, lorsqu'une entreprise est solvable, donc il peut faire face à sa dette. Pour être équilibré maintenant, on va passer donc au terme, c'est-à-dire dans le court terme et dans le long terme. Donc remarquez, donc je vais revenir uniquement ici dans mon bilan toujours financier à la liquidité. Maintenant la liquidité c'est quoi? La liquidité c'est la capacité d'un agent à payer ses dettes à court terme moyennant ses actifs à court terme. Et voilà, quelles sont mes dettes à court terme? Dettes inférieures ou égales à 12 mois, c'est mes dettes à court terme ici, plus les concours bancaires trésorerie, c'est-à-dire principalement chez les entreprises, l'escompte et le découvert. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mon passif, mon actif, ce que je m'excuse ici, c'est le passif circulant. Or, c'est quoi le passif circulant? C'est le passif circulant hors trésorerie plus la trésorerie passive. Et c'est quoi l'actif circulant? C'est l'actif circulant hors trésorerie plus la trésorerie passive. Et donc, ce sont les actifs inférieurs ou égaux à 12 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe à moins d'un an? Toutes ces dettes seront échues, c'est-à-dire seront exigibles, et tous ces actifs vont se transformer en liquidités. Quelle est la question qui se posera alors? Est-ce que ces actifs seront capables de payer ces dettes? Si oui, on n'a pas de problème de liquidité, sinon on est exposé au risque de liquidité. Donc on va calculer un ratio, L, qui est égal à AC sur PC, et qui, selon la règle, doit être supérieur ou égal à 1. Je vous rappelle que tout au long de ce cours, on va vous exposer des notions, des concepts, et qu'au niveau de ces concepts, vous devez maîtriser 3 éléments. 1. Le contenu du concept, c'est-à-dire sa signification. 2.
l'agrégat économique qui mesure ou à travers lequel les analystes financiers apprécient ce concept. Et 3, la norme. Je récapitule. On définit le concept, on présente l'agrégat qui va nous permettre Pourquoi je dis l'agrégat? Parce que ça peut être comme ici un rapport, c'est-à-dire un ratio, et ça peut être, comme on l'a présenté dans la solvabilité, un solde, une différence entre deux éléments. Et puis par la suite la norme, c'est-à-dire dans quel cas il est positif et dans quel cas il est négatif. Je veux dire dans quel cas il est favorable et dans quel cas il est défavorable. Donc, premièrement, on a vu l'ANCC qui devait être positif. Deuxièmement, L, AC sur PC. Là aussi, on a deux hypothèses. Quelle est la première hypothèse? Lorsque AC est supérieur à PC, ça veut dire que L, qui est égal à AC sur PC, est supérieur ou égal à 1. Et ça veut dire pas de problème de liquidité. Malheureusement, je vais tracer, faute d'espace, la deuxième hypothèse ici, H2. Lorsque AC est inférieur à PC, ça veut dire que L, malheureusement, qui est égal à AC sur PC, est inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actifs circulants ne peuvent pas faire face aux passifs circulants. Donc, qu'est-ce qu'on a? Risque d'illiquidité. Et donc, risque d'illiquidité. Pourquoi on a dit risque d'illiquidité, pas illiquidité? Parce que je vous rappelle qu'on raisonne tout de même sur un horizon de 12 mois. Et cet horizon de 12 mois peut laisser donc le temps à la direction financière donc, de prendre des mesures pour éviter le risque d'illiquidité. Et on voit dans ce sens donc une fonction primordiale de l'analyse financière, laquelle la prédiction des difficultés. Ça veut dire que quand on a ce type de ratio, on a un tableau de bord financier qui va nous donner des clignotants qui vont nous permettre d'agir. Bien évidemment, je vous rappelle que l'analyse à partir du bilan, c'est une analyse générale. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour vous dire que l'analyse dans le bilan n'est qu'une analyse générale. Et quel est son intérêt? C'est comme si vous avez deux patients qui vont faire des analyses et les présenter à un médecin. Les patients qui n'ont pas de problème vont être remerciés par le médecin qui va leur dire « Merci, vous n'êtes pas des patients pour moi ». C'est bon. Malheureusement, ceux qui auront des problèmes, que va leur demander le médecin? Il va leur demander d'autres analyses. Ça veut dire que quand ce ratio est positif, ce n'est pas inquiétant pour moi, je passe. Lorsqu'il est négatif, ça présente pour moi un risque. Et ce risque, je vais le détailler. Comment je vais le détailler? Grâce à un autre outil. Les entreprises qui sont très bien organisées ont déjà élaboré dans le cadre de leur planification donc stratégique des plans stratégiques, ont déjà par la suite décliné ces plans stratégiques en budget avec comme donc budget avant le CPC et le bilan prévisionnel, le budget de trésorerie. Donc déjà le budget de trésorerie va nous donner une idée sur le problème de liquidité. Donc on va élaborer tout d'abord un budget de trésorerie en date d'opération, puis un budget de trésorerie en date de valeur pour savoir est-ce que ce bilan nous donne effectivement. C'est bon? Donc une fois qu'on a terminé l'analyse de la liquidité, donc on va passer à l'analyse de l'autonomie financière. Donc on a terminé la dette à long terme, on va passer à la dette à long terme. Je m'excuse. On a terminé l'analyse à court terme, on va passer à l'analyse à long terme. Et donc ici au niveau des ressources stables, ou ce qu'on appelle le financement permanent. Selon l'orthodoxie financière, les dettes à long terme ne doivent pas dépasser la moitié des ressources stables. Autrement dit, ils ne doivent pas dépasser les capitaux propres. Est-ce que, donc ce ratio, qu'est-ce qu'il exprime?
la capacité de l'entreprise à s'endetter à long terme. Est-ce qu'il est flexible ou non sur le plan financier? Que veut dire ce ratio d'autonomie financière? Il veut dire que DF sur CP est inférieur ou égal à 1, ce qui veut dire aussi que DF sur CP plus DF est inférieur ou égal à 0,5. Je récapitule. On utilise dans le financement permanent et les dettes et les capitaux. Les dettes ne doivent pas dépasser les capitaux. Autrement dit, il ne doit pas dépasser la moitié du financement permanent. Et donc, remarquez ce qui se passe. Première hypothèse, lorsque DF sur CP est supérieur à 1, ou bien je vais démarrer par le cas inverse, inférieur à 1, donc inférieur ou égal à 1, ou inférieur strictement à 1, ça veut dire que l'entreprise peut s'endetter à long terme. Remarquez, mes dettes sont inférieures à mes capitaux. Je donne un exemple. J'ai ici 60 millions et j'ai ici 15 millions. Donc j'ai les garanties pour emprunter de l'argent. Donc mes dettes rapportées à mes capitaux me laissent une marge de manœuvre. On va dire marge de manœuvre pour l'endettement. Pourquoi on dit marge de manœuvre pour l'endettement et c'est comme si j'ai abandonné, je peux m'endetter à long terme? Parce qu'aucune entreprise n'est autonome pour s'endetter à 100%. Cette autonomie est limitée par les capitaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. Pourquoi? Parce que ce sont les riches qui ont les capacités pour les remboursements. Où est cette capacité? C'est les capitaux propres. Maintenant, dans le cas inverse, H2, quand mes dettes de financement par rapport à mes capitaux propres sont supérieures à 1 ou égal à 1, donc dépendance financière. Dépendance financière vis-à-vis de qui? Vis-à-vis bien évidemment des prêteurs. Cette entreprise ne peut pas emprunter et si elle peut donc emprunter, elle ne peut emprunter qu'à travers ses anciens prêteurs. C'est ce qui se passe aujourd'hui par exemple en Europe. Qui prêtent aujourd'hui à la Grèce, ce sont les Allemands et les Français, principalement les Allemands. Pourquoi? Parce que ce sont les Allemands qui sont les anciens prêteurs de la Grèce. Et si par malheur la Grèce est donc confrontée à l'asphyxie financière, ce sont les créanciers. C'est bon? Donc, maintenant on a terminé cette histoire donc d'autonomie financière. Récapitulons, on a vu la dette dans sa globalité, la dette dans le court terme, puis la dette dans le long terme. Ici, on va calculer, comme vous l'avez déjà fait, le fonds de roulement net, le BFR et la trésorerie nette. Quel est, s'il vous plaît, le postulat de cette analyse? On a ici des emplois à long terme et des emplois à court terme. Des emplois à long terme et des ressources à long terme et des ressources à court terme. Selon les principes de l'orthodoxie financière, une ressource stable doit être financée par, bien évidemment, un emploi stable doit être financé par une ressource stable. Exemple, si je demande à mon banquier de me prêter de l'argent pour financer un ordinateur, il va m'accorder un délai d'1 an. Pour financer une voiture, 5 ans. Pour financer une maison, 10 ans ou 25 ans. Et donc vous voyez que plus la durée de l'emploi augmente, plus la durée de la ressource qui le finance doit se prolonger. Donc ça n'a rien à voir avec le montant, comme on peut penser au début, mais ça a une relation avec la durée de vie. Parce que la première garantie
Donc, accordée au banquier ou bien prise par le banquier lorsqu'il veut financer un objet, c'est l'objet du crédit lui-même. C'est bon? Donc, le fonds de roulement doit être positif. Donc, première règle, la première condition, fonds de roulement net positif. Deuxième condition, fonds de roulement net supérieur ou égal au BFR, et ce qui veut dire que la trésorerie nette doit être supérieure ou égale à 0. Je vous rappelle que la réalité, c'est que ce ratio doit être trésorerie nette proche de 0+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ressources stables doivent financer intégralement les valeurs immobilisées et doivent dégager un excédent qui va nous permettre de financer le besoin lié ou bien inhérent au cycle d'exploitation, BFR, qui a priori peut apparaître comme un besoin à court terme, mais dans la réalité, c'est un besoin qui est répétitif, cyclique, récurrent. Donc, il doit financer principalement, donc, être financé principalement par une ressource stable, c'est-à-dire par cet excédent. Ce qui va nous permettre de dégager donc une trésorerie nette positive. Si on fait une analogie entre la situation d'entreprise et la situation d'un ménage, donc mes revenus plus ma dette à long terme doivent me permettre de financer mes investissements, c'est-à-dire principalement le logement, la voiture et tout ce qui est immobilisé. Mais malheureusement, en plus de ces dépenses d'investissement, chaque ménage, qu'est-ce qu'il a? Il a un besoin cyclique, à court terme. C'est scolarité des enfants, donc l'électricité, la bonne mobilité. Donc, comment on apprécie l'équilibre? Une fois que je vais payer mes dettes à long terme, donc ce que je reçois un revenu net, est-ce que je suis équilibré ou non? Tout dépend de la relation entre l'excédent que je dégage de mon salaire et de mon revenu stable, qui sont répétitifs et récurrents, par rapport à mon besoin mensuel. Si mon excédent est supérieur à ce besoin, je vais dégager une trésorerie positive. Sinon, je dois compléter malheureusement par le crédit bancaire à court terme, pour les personnes physiques, à travers bien évidemment le découvert. Le découvert n'est pas très méchant, mais il ne faut pas l'utiliser de manière structurelle. Je peux l'utiliser de manière intermittente, donc 2 fois par année, mais pas avec des montants qui sont très importants. Donc, tels étaient les objectifs, les éléments qu'on a retirés du bilan financier. Je les synthétise. On a parlé de solvabilité à travers un actif net comptable corrigé positif. On a parlé de liquidité à travers un ratio AC sur PC supérieur ou égal à 1. On a parlé aussi d'autonomie financière à travers donc un actif, autonomie financière qui est égal à DF sur CP inférieur ou égal à 1. Et puis on a parlé de l'adéquation ressources-emploi à travers un fonds de roulement positif, un fonds de roulement supérieur ou égal au BFR, et ce qui va nous donner une trésorerie nette proche de 0+. Et donc telles sont les contraintes de l'équilibre financier. Je vous rappelle, avant de passer à l'analyse de rentabilité, que l'actif net comptable est aussi utilisé dans une discipline très connue en finance qui s'appelle l'évaluation d'entreprise. C'est dans le cadre d'une transmission d'entreprise ou dans le cadre d'une augmentation de capital pour calculer donc une valeur patrimoniale qui s'appelle l'ANCC, l'actif net comptable, ou la valeur intrinsèque de l'entreprise. C'est bon? Donc, une fois qu'on a terminé les contraintes de l'équilibre, on va passer maintenant au CPC pour analyser les résultats de l'entreprise.
rappelons ce qu'on avait dit à travers donc, les résultats de l'entreprise. L'analyse de la rentabilité apprécie la capacité d'un agent économique qui est l'entreprise à créer la richesse. Je vous rappelle que dans des définitions très simples, on peut définir tout d'abord l'entreprise comme des biens et des services, et on peut aussi présenter donc récapitulons. Je m'excuse tout d'abord parce que j'ai pas pu maîtriser le temps. Donc le rappel était pour moi très important pour faire une continuité. Donc je définis tout d'abord la richesse. Donc, et on a dit c'est la capacité de l'entreprise à créer la richesse. C'est bon? Donc, je disais que dans des définitions très simples, une entreprise peut être considérée comme un agent produisant pour le marché des biens et des services, ou bien comme un agent qui crée et qui répartit la richesse. Donc, je vais vous faire une petite synthèse. Dans le bilan qu'on a ici, c'est bon? Dans le bilan qu'on a ici, on a dans les capitaux propres, on a le compte résultat net. Donc, la première question qu'on va formuler, c'est, donc, dans tout cet état, donc tous ces comptes, tous ces postes sont des postes de situation, sauf le poste résultat. Donc, la question à laquelle on va essayer de répondre par la suite, c'est comment l'entreprise a obtenu ce résultat net. Donc, en conclusion, donc, je vous rappelle que ce cours était une continuité donc, du cours qui a été présenté par le professeur Saïd Youssef, que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de présenter l'analyse de rentabilité, que je vais essayer donc de présenter la semaine prochaine. Et donc je crois que la séance est terminée. Je vous souhaite bonne continuation et merci.